l'enregistrement. Donc à la demande d'une personne parmi vous, donc je vais revenir, je vais brièvement rappeler ce que j'ai expliqué dans ce chapitre-là. Dans un premier temps, donc on a parlé de force électrostatique, la force coulombienne, qui est tout simplement F égale à K Q1, Q2 sur R au carré, d'accord, suivant donc le vecteur U. Donc on a vu comment définir le sens. Et puis après, on a introduit le champ électrostatique pour expliquer de manière très simple comment est-ce qu'une charge qui se trouve quelque part dans l'espace détecte la présence de l'autre charge et interagit avec elle. Et donc, l'explication simple de ça, c'est que une charge, on va dire grand Q, va créer un champ électrique. D'accord? C'est ce qui va servir d'intermédiaire avec toutes les autres charges. Et donc, ce champ électrique, toute charge qui se trouve dans ce champ électrique va ressentir une force F égale à Q fois E. D'accord? Et le électrique, donc, il a cette expression KQ sur R au carré. D'accord? Donc, on est passé, maintenant, on peut éventuellement oublier la charge qui crée le champ électrique, d'accord? Et on va dire qu'on a un champ électrique. Ça veut dire on a déjà un champ électrique, et si vous êtes une charge, vous vous trouvez dans ce champ électrique, eh bien vous allez ressentir l'effet de ce champ électrique par l'intermédiaire donc de la force F égale à Q fois E, qui est aussi la force coulombienne. Bien, maintenant, on a aussi vu, donc bon, on a fait, donc on a vu quelques exemples. On a vu l'énergie potentielle électrostatique, bon, qu'on peut aussi retrouver donc en utilisant, c'est une notion en fait de mécanique, donc que la force F va dériver d'une énergie potentielle. Ce qu'il y a, donc on a vu dans l'exercice de TD, ce qui est important ici, c'est que l'énergie potentielle électrostatique, c'est la constante K, Q1 fois Q2 sur R. D'accord? Bien, donc là, alors, si les deux charges sont de même signe, c'est-à-dire que le produit Q1, Q2 est positif, c'est une répulsion et l'énergie potentielle électrostatique est positive. Au contraire, alors par contre, si Q1, Q2 est négatif, si Q1, Q2 et ce terme-là est négatif, à ce moment-là, ça nous donne une énergie potentielle d'interaction qui est négative. D'accord? Parce que ces deux charges sont de signes opposés, d'accord? Et donc ça tire, et donc ça vous donne une énergie potentielle d'attraction qui est négative. C'est le cas par exemple, de l'électron dans l'atome d'hydrogène. Donc, dans l'atome d'hydrogène, l'électron qui est en mouvement autour du noyau. Donc ça, c'est le noyau qui est au centre. D'accord? L'électron est là. L'électron est là, il est en mouvement. D'accord? Il est là, donc ça, c'est son mouvement, dans ce sens-là, par exemple. Et donc, il est attiré par le noyau et il a un mouvement de rotation. D'accord? Un mouvement circulaire.
on veut être précis, et donc l'énergie totale de l'électron est négative. Donc, vous vous rappelez, si vous avez fait de l'atome mystique, le premier niveau, donc on l'a vu dans l'exercice, c'est moins 13,6 électronvolts. Bon, vous pouvez poser des questions même oralement si vous voulez. D'accord? Donc ça c'était juste un rappel. Bien. Donc j'arrive donc à la question, donc à la personne qui n'a pas compris donc le potentiel électrostatique. On peut le voir de deux façons. Donc on peut le voir ici, comme on peut le voir tout simplement à partir de l'expression du champ électrostatique. Donc on a dit que le champ E, donc E, je peux écrire le champ E comme étant K, la constante K. Bon, je rappelle que K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, multiplié par la charge Q, divisé par R au carré, suivant. Et donc, on va dire que E, c'est une variation. Donc, on va dire E égale à moins D de V la dérivée, donc 1 sur R au carré, sur D de R. D'accord? Donc, E égale à moins D de V sur D de R. Donc, 1 sur R au carré, c'est la dérivée de moins 1 sur R. D'accord? Et donc, le potentiel E, donc le champ électrique E, on peut le concevoir comme une variation ou un gradient. On appelle aussi ça un gradient. C'est une variation du potentiel V. D'accord? Des fois, je le note aussi U. D'accord? Et donc, ça veut dire que le potentiel V est égal à cette quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le champ, maintenant une charge, va créer un champ électrique E qui dépend bien sûr de la position dans l'espace, mais va aussi créer un potentiel. Et que le champ E, il résulte d'une variation du potentiel. Donc vous voyez, on est passé tout simplement de la force électrique entre deux charges, la force coulombienne entre deux charges, à l'interprétation de cette force comme étant l'interaction d'une charge avec le champ électrique créé, le champ électrique E, créé par quelque chose que je peux ignorer, d'accord? Et puis par la suite, on a dit que ce champ électrique lui-même, il peut provenir d'une variation de potentiel, d'accord? Et donc à ce moment-là, si j'écris l'énergie potentielle d'interaction égale à K, Q1, Q2 sur R, et donc ça va me donner Q, c'est Q2, si ce potentiel-là, je prends cette expression-là, mais sur la constante est nulle parce qu'à l'infini, quand R tend vers l'infini, le potentiel tend vers 0. Et donc Q1, Q2 sur R, et donc ça fait Q1 multiplié par K, Q2 sur R, et donc ça veut dire que c'est l'interaction de Q, de la charge Q1 avec le potentiel créé par la charge Q2, ou bien c'est l'interaction de la charge
Q2 avec le potentiel créé par la charge Q1. Et donc, on peut, bien évidemment, interpréter maintenant le champ électrique comme étant le résultat d'une variation d'un potentiel V. D'accord? Et donc, comme il y a un signe moins, ça veut dire que le champ électrique, d'accord, il va résulter, donc va être toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Bien. Alors après, on peut voir de manière très simple le potentiel. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, nous, lorsque le champ électrique est constant. Alors, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de mécanique, on a dit l'énergie potentielle d'un objet de masse M dans un champ gravitationnel G, c'est mgz. D'accord? On va définir le potentiel gravitationnel comme étant le potentiel divisé par la masse. D'accord? Parce que ici, la source de l'interaction de la force gravitationnelle, c'est la masse. Et donc, par analogie, donc le potentiel gravitationnel, c'est EP sur M. Maintenant, on définit aussi le potentiel électrique comme étant l'énergie potentielle électrostatique divisée par la charge Q, d'accord, qui subit l'interaction. Et donc, lorsqu'on est dans un champ E uniforme, d'accord, ça c'est très simple et c'est les relations qu'on va utiliser. Lorsque le champ E est uniforme, l'énergie potentielle sera égale à quoi? Donc, l'énergie potentielle sera égale à la Q fois E fois la distance D, ou bien Z. Donc, ça veut dire, pour aller de Z égale à 0 à Z, d'accord, vous avez donc un travail qui est égal à la force multipliée par le déplacement. Et il est égal à la variation du potentiel, d'accord, de l'énergie potentielle. Et donc, ça veut dire que le potentiel V est égal à EP sur la charge. Et donc, c'est E multiplié par le champ E multiplié par Z. D'accord? Et donc, donc Z étant l'abscisse, lorsque vous passez d'une distance sur une distance D, donc sur une distance D, sur une distance D, qu'est-ce que j'ai? Donc, je passe de là à là. Bon, supposons, bon, j'ai mis mon axe Z, c'est celui-là. Donc, entre là et là, quand je passe de là à là, d'accord, la variation du potentiel, c'est-à-dire ce potentiel ici, le potentiel là, d'accord, c'est delta de E fois Z. Et delta de E fois Z, donc c'est moins, en fait, moins delta de E fois Z. Et donc c'est E fois delta de Z. Et E fois delta de Z, c'est la distance D. Et donc la variation de potentiel est égale à plus ou moins le champ E multiplié par la distance sur laquelle je cherche la variation du potentiel. Donc c'est ce qu'on va toujours utiliser, delta V égale à E fois D. D'accord? Parce qu'on a un champ uniforme. Alors quand on dit un champ uniforme, là il faut faire attention. Le champ E est uniforme, ça veut dire que l'intensité du champ est constante et sa direction est constante. D'accord? C'est ça, donc un champ E qui est uniforme. Bien, donc ça je pense qu'on avait vu tout ça avant. Donc, ce sont les relations qu'on va utiliser tout simplement. Donc, il faut se rappeler de ces relations-là. C'est ce qu'on utilise. Donc, delta V égale à E fois D. D'accord? Bon, on va prendre la valeur absolue.
Et bien sûr, lorsqu'on va calculer le travail, donc on, on va utiliser cette relation-là. Donc le travail, donc c'est la force multipliée par la distance, et donc c'est QE fois D, donc ça fait Q fois delta V, et donc ça nous redonne la variation de Q fois delta V, d'accord? Ça nous redonne cette relation-là, la relation de l'énergie potentielle. D'accord? Donc, si vous êtes dans un potentiel V, vous avez, vous avez une énergie potentielle qui est égale à Q fois V. Et donc, la variation de l'énergie potentielle, c'est Q fois delta de V. D'accord? Et donc, elle est égale au travail moins le travail. Donc, c'est moins le travail des forces extérieures. Bon, je pense qu'on a tout ça, on l'a vu. Donc, déjà vu. Donc, on a vu donc, la partie de l'accélération. Alors, je ne me rappelle pas si. Donc, on a vu ces exercices-là. Je pense qu'on a vu aussi un exercice de TD la dernière fois. Bon, on va terminer ce chapitre-là par une petite partie sur. Alors, on ne va pas trop s'intéresser donc aux distributions de charges, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en général, la charge, les charges, donc vous avez des charges, ce qu'on a considéré jusqu'à maintenant, c'est une charge qui est ponctuelle, d'accord? Et donc, souvent, vous pouvez prendre, par exemple, si vous prenez, par exemple, le noyau atomique, il a une charge Q égale à Z fois E. Et cette charge-là, c'est l'ensemble des protons. D'accord? Et donc, c'est une distribution de charge à l'intérieur du noyau. D'accord? Ce n'est plus ponctuel, même si des fois on considère le noyau comme étant un objet ponctuel. D'accord? Parce quand il est à l'intérieur de l'atome, il est tout petit, mais c'est une distribution, et c'est une distribution volumique. Donc, c'est-à-dire qu'on a une espèce sphérique, on va dire que c'est une sphère. Alors là, c'est dq sur d de v. Bon, ça nous intéresse pas. Et donc, on peut avoir une distribution de charges qui peut être soit linéique, vous prenez une règle ou un fil sur lequel vous allez répartir des charges, soit surfacique, c'est-à-dire à la surface, seulement à la surface, ou bien volumique, c'est-à-dire à l'intérieur du volume. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est quelque chose, donc on ne va pas faire de calcul. Lorsque vous imaginez que vous avez une feuille de papier, mais de grande dimension, ce qu'on appelle un plan. D'accord? Quelque chose de plan. Et donc, je prends une feuille de papier qui est que j'assimile à une charge ou à une distribution de charge. Et donc, ce qu'on montre, c'est qu'on a un champ électrique en tout point de l'espace. Alors, la feuille, elle est là, d'accord? Supposons que ça, c'est la feuille. Je regarde en tout point de l'espace, là, 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 là. Donc, dans le plan, la direction perpendiculaire, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un champ électrique qui est égal à... Alors, si vous avez ici quelque chose qui porte une charge Q, on a vu que la charge Q, elle est égale à ce qu'on appelle la densité de charge multipliée par la surface. D'accord? Donc, on montre que le champ électrique, en intensité, l'intensité du champ E, donc c'est tout ce qu'il faut retenir ici, elle est égale à, si vous avez donc une surface, c'est sigma sur 2 epsilon 0, et sigma, donc c'est Q, divisé par 2 epsilon 0, donc sigma, c'est Q sur 2 epsilon 0,
multiplié par la surface S. D'accord? Et donc ça, c'est l'expression du champ électrique E, d'accord, de son module. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'intensité du champ électrique, c'est un champ électrique qui est uniforme. Là, il est uniforme, donc il est suivant la même direction, qui est la direction perpendiculaire au plan, d'accord? Et ce champ électrique, son intensité, comme la charge Q est une constante, epsilon 0, donc on sait ce que c'est, donc c'est la permittivité électrique du vide, et S, c'est la surface, donc c'est la surface de ce plan-là. Bien, c'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est seulement l'application de ça, et donc on va voir la notion de ce qu'on appelle le condensateur plan. Alors, qu'est-ce qu'un condensateur plan? Bon, alors, on va définir un conducteur. Donc, un conducteur, c'est un corps qui contient un très grand nombre de charges électriques. Et ces charges électriques peuvent se déplacer à l'intérieur du conducteur sous l'effet d'une excitation électrique, c'est-à-dire sous l'effet d'un champ électrique ou d'une variation de potentiel V. Et donc, on va dire que la plaque, ou celle-là, c'est un conducteur. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un condensateur. On va prendre deux plaques. Au lieu d'avoir une seule plaque, on va en prendre deux. D'accord? Alors, je vais faire la même chose que tout à l'heure. D'accord? Donc, on va dire, donc, on va suivre la même. On va dire qu'on a ici une charge négative et ici une charge positive. Alors, on va voir. Donc, ça, c'est une charge. Ces deux charges sont identiques. D'accord? Il n'y a que. Et donc, si je regarde à l'extérieur ici, on a un point, je regarde ce point-là. La charge, la plaque négative. Donc, on a vu au début, une plaque ou bien une charge négative crée un champ électrique qui revient vers elle. Donc, E égale à moins, égale à Q, K fois Q sur R au carré, suivant le vecteur U qui part de la charge. Et donc, si la charge est négative, donc le champ électrique est dirigé, et par celle-là, va être dirigé dans ce sens-là. Et donc, on va appeler ça le champ E. Je vais lui donner un indice moins. D'accord? Bien, on va changer de couleur. La plaque positive, elle a, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un champ électrique, elle crée un champ électrique qui vient vers elle, qui s'éloigne d'elle, pardon, parce que E égale à K, la constante K fois Q sur R au carré suivant U. Donc, c'est ce qu'on a déjà vu. Et donc, la plaque positive va créer un champ électrique qui va aller dans ce sens-là. Je ne respecte pas les longueurs. Bien sûr, c'est déjà difficile d'écrire comme ça. Mais bon, on fait de notre mieux. Ça, c'est le champ électrique créé par ces deux charges. Par la plaque négative, et ça, c'est la plaque positive. Bien. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est que ces champs électriques, quand on dit uniforme, ça veut dire ne dépend pas de la position. Je peux chercher, voir ici, voir là, voir là. Le champ électrique, c'est ça un champ uniforme. Dans son expression,
je n'ai pas la variable R. D'accord? C'est un champ électrique qui est uniforme, constant. D'accord? En module et en direction. Bien, alors, j'ai dit que ce champ électrique est égal à Q sur 2 epsilon 0 fois S. Donc ici, il va avoir comme module Q sur 2 epsilon 0 fois S. Et E plus, pareil, il va atteindre Q plus 2 multiplié par divisé par 2 epsilon 0 fois S. Sauf que celui-là, il est dirigé dans cette direction-là et celui-là dans le sens opposé. Alors, si vous prenez deux vecteurs de même module et qui ont des directions opposées, vous montrez facilement que ici, E plus, le champ total, va être égal à la somme vectorielle. Donc là, on est obligé de passer par les vecteurs pour vous expliquer ça. E plus E moins. Et comme ce sont deux vecteurs, qui ont le même module, mais des directions opposées, eh bien, ils sont nuls. La somme est nulle. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Ok? Est-ce que c'est clair? Bien. En attendant la réponse, on peut continuer. Là, je peux faire le même raisonnement ici. La plaque positive créée dans ce sens-là, ça c'est le plus. La négative créera un champ qui va revenir vers elle, ça c'est la moins. Et la somme, bien sûr. Comme c'est un champ qui est uniforme, pourquoi j'ai laissé cette partie? Donc la plaque supposée infinie va nous créer un champ électrique qui est nul, qui est d'intensité ou de module constant. Et donc ça nous donne pour les deux plaques, ça nous donne un champ qui est nul en vecteur. Bien, maintenant, je vais aller. Qu'est-ce que cela veut dire clairement? C'est que à l'extérieur des deux plaques que j'ai constituées, donc que j'ai chargées, d'accord, plus Q et moins Q, d'accord, à l'extérieur de ces deux plaques, le champ électrique est nul. Bien, maintenant, je vais aller à l'intérieur. À l'intérieur, on a dit la plaque positive va créer un champ, va aller dans ce sens. Bien, ça c'est E+. Donc on a dit que toujours une charge positive crée un champ électrique qui s'éloigne d'elle. Et une charge négative, donc ça c'est E+. Et la charge négative va créer un champ électrique qui revient vers elle. Et donc la plaque négative, elle est là. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Je somme deux vecteurs, ça c'est E-. Et donc le champ électrique résultant, E, il va être dans ce sens-là. Bien sûr, c'est normal, le champ E est toujours dirigé vers les potentiels décroissants. D'accord? Et donc, ici, je suis en potentiel négatif, ici, un potentiel positif. D'accord? Et donc, E, le champ E est ici, il est égal à la différence de potentiel en module delta V sur la distance qui sépare les deux plaques. Et donc, E est égal à le champ E, il n'est pas nul à l'intérieur du condensateur, c'est-à-dire entre les deux plaques. Et donc, un condensateur plan,
D'accord? Là, je raisonne avec de feuilles comme de feuilles de papier, hein, quelque chose qui est plane. C'est un objet qui est plan. Et donc, ça me donne un champ électrique qui est nul à l'extérieur, à l'extérieur des deux feuilles, et il est non nul à l'intérieur. Et c'est ça le principe d'un condensateur plan. Donc, un condensateur plan, c'est tout simplement deux plaques, une chargée négativement et une chargée positivement, avec la même charge, donc en valeur absolue, d'accord? Et on a un champ électrique qui est dirigé dans ce sens-là, d'accord? Et donc, on va définir la capacité du condensateur. On a dit que la différence de potentiel V1 moins V2, d'accord? Elle est égale à quoi? Elle est égale au champ électrique, comme j'ai dit tout à l'heure, multiplié par la distance. D'accord? Et le champ électrique, comme on a deux champs électriques, on rajoute Q sur 2 epsilon 0 fois S plus Q sur 2 epsilon 0 fois S. D'accord? C'est-à-dire que le champ électrique à l'intérieur, on va le multiplier par 2. D'accord? C'est la même intensité à l'intérieur. Le champ électrique ici, il est multiplié par 2. D'accord? Et donc, ça fait Q sur epsilon 0 multiplié par S. Multiplié par D, bien sûr, c'est E fois D. Et donc, on va la charge Q, ou le delta V, donc c'est la charge Q multipliée par une constante, c'est la charge Q divisée par la capacité du condensateur. Et donc la capacité du condensateur, c'est la charge Q divisée par, j'oublie souvent le delta, mais c'est pas grave, Q, pour rester simple, c'est Q sur V. Et donc la capacité du condensateur, c'est égal à Q sur V. Et donc là, la capacité, à partir de cette expression-là, c'est epsilon 0S divisé par la distance T. D'accord? Epsilon 0, c'est une constante. La surface des deux plaques, elle est constante. Et donc, on peut faire varier la capacité du condensateur, d'accord? En faisant varier la distance D. Bien. Donc, on peut calculer l'énergie potentielle ou l'énergie stockée dans le condensateur. Donc, si je prends une charge Q, d'accord, une plaque qui a une charge Q, et donc, pour faire passer la charge de Q à Q plus D de Q, avec un potentiel qui est une différence de potentiel V constant, donc on va avoir une variation de l'énergie potentielle qui est égale, comme l'énergie potentielle, c'est V fois Q, donc on l'a vu, donc c'est Q. Et donc, comme V est constant, V fois D de Q. D'accord? La variation, c'est ça moins ça. Et donc, qu'est-ce que ça fait? V fois D de Q. Et donc, D de Q, c'est quoi? V, c'est quoi? On a V, c'est Q, la charge Q des deux plaques, divisé par la capacité du condensateur. Et donc, ça fait Q multiplié par dQ sur C. Et donc, si j'intègre,
là, ce D de EP, ça me donne le travail. D'accord? Donc, l'intégrale de 0 à la charge totale Q, de Q sur C fois D de Q, donc c'est 1 demi de Q carré sur C. D'accord? Connaissant la relation du condensateur Q égale à C fois V, donc c'est 1 demi, on retrouve la relation connue, 1 demi de C fois V au carré. Bien, donc là, la capacité C, donc on a dit c'est epsilon 0 S divisé par la distance D entre entre les deux plaques. Maintenant, epsilon 0, donc ça, je vous l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on parle de epsilon 0, ça veut dire qu'on a le vide. Alors, par définition, epsilon 0 qui intervient dans K, c'est la permittivité électrique du vide. D'accord? Si on est dans un milieu qui n'est pas le vide, alors il faut remplacer par le epsilon, la constante epsilon de ce milieu-là. Et donc à ce moment-là, on va écrire la capacité C égale, donc epsilon du milieu, je peux l'écrire comme étant epsilon 0 multiplié par un epsilon relatif, c'est-à-dire epsilon relatif, c'est epsilon sur epsilon 0. Et donc la capacité C, je peux l'écrire sous cette forme-là, C égale à epsilon 0, epsilon R fois S sur D. À ce moment-là, donc, si je prends des exemples, bon, l'air, il est proche du vide, bon, on a epsilon R. Par contre, si vous prenez donc une membrane de lipides, la membrane cellulaire, elle a un epsilon R qui est de l'ordre de 8. Donc c'est 8 fois epsilon 0, le epsilon. Bien, alors, je ne sais pas si j'ai mis ici un... Bon, il y avait un exercice en TD, donc ça, quelle est l'utilité de ça? Donc quand on parle de condensateur, quand vous avez deux plaques qui sont chargées, alors un condensateur, qu'est-ce qu'il fait? Donc si vous chargez les deux plaques, vous modifiez le champ électrique, et donc un condensateur C, donc ça vous l'avez peut-être déjà vu, c'est quelque chose qui va, c'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs condensateur, qui va stocker des charges, d'accord, par l'intermédiaire de ces deux plaques, d'accord. Et alors, il va stocker ces deux charges, et donc lorsque vous alimentez, vous branchez un condensateur, vous le branchez, d'accord, c'est-à-dire que lorsqu'il est soumis à un potentiel V, d'accord, il va se charger. Lorsque vous coupez le potentiel, il va se décharger. Et donc le condensateur, il va avoir, donc ça on ne va pas le voir, mais c'est quelque chose de, il va avoir parce qu'on n'arrive pas ici à la notion de courant électrique, il va avoir toujours une phase de charge, une phase de décharge. D'accord? Alors, cette phase de charge et de décharge, donc c'est le rôle des condensateurs dans les circuits électriques. Et bien, ça va être également le rôle d'une membrane cellulaire. D'accord? Donc, la membrane cellulaire, elle va se charger, c'est-à-dire lorsque vous avez, donc supposons que ça soit la membrane cellulaire, ça c'est l'intérieur de la cellule, ça c'est l'extérieur, ça c'est le milieu extérieur. Donc, on va le voir, donc il y a des choses intéressantes à voir ici. Lorsque vous prenez des ions, par exemple, on va dire Na+,
vous injectez à l'intérieur, eh ben, dans ce cas-là, vous êtes en train de réaliser la charge du condensateur. Et donc, la membrane cellulaire, la membrane d'une cellule, est une espèce de condensateur. Lorsque, bien sûr, vous allez avoir un champ électrique qui est dirigé dans ce sens-là, donc ça, je l'ai déjà expliqué. Et puis, par la suite, vous avez les ions qui vont aller donc, à l'intérieur de la cellule. Et donc là, c'est la phase de décharge du condensateur. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez voir, mais on peut... Donc, je peux chercher une autre... Donc là, j'attends juste que ce fichier-là soit chargé. Et donc, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, la membrane cellulaire, je peux la caractériser par une espèce de schéma électrique. D'accord? Je peux la schématiser par ce qu'on appelle un schéma électrique. Alors, les mouvements ioniques donc, que vous allez avoir, bon, là aussi, c'est quelque chose que vous ne faites pas, mais qui sont très intéressants, sont ce qu'on appelle les mouvements à travers des membranes. Alors, vous avez ce qu'on appelle on appelle ça donc les mouvements, donc tout ce qui est phénomène d'échange, donc à travers les membranes, ils vont obéir à ce qu'on appelle la loi de Fick, c'est-à-dire une loi qui va vous dire que vous avez ce qu'on appelle un mouvement de charge du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Bon, ça c'est quelque chose qu'on faisait avec les bon, on est SVTU, bon, on ne fait plus, mais c'est juste pour arriver donc à quelque chose. J'espère que c'est ici. Voilà, donc là, donc c'est donc des ions. Donc vous avez ici, bon, ça c'est l'intérieur. Vous avez une espèce de pompe, d'accord. Et donc c'est ce qu'on appelle un modèle de Hodgkin-Huxley, donc qui va caractériser donc une membrane cellulaire. Donc vous avez l'extérieur, vous avez donc un mouvement d'ion à l'intérieur, vous avez une pompe, donc ce qu'on appelle, alors bien sûr ça c'est quelque chose donc qu'on utilise souvent. Bon, on peut dire à quelqu'un que vous avez un problème au niveau de votre pompe sodium ou au niveau de votre pompe potassium, c'est-à-dire que vos cellules ne prennent pas assez, ne pompent pas assez d'ions Na+, ou de K+. D'accord? Et donc ça, c'est comme ça que fonctionne notre métabolisme. Alors, bien sûr, lorsque vous avez un courant, donc supposons que ce courant-là, un courant d'ion, par exemple Na+ ou K+, donc la membrane cellulaire, bon, ça on l'a pas vu, donc c'est une capacité, c'est un condensateur.
et qui a aussi une certaine résistance au passage du courant. Donc ça nous intéresse pas ici. Bon, là on a du mal à... Voilà, ça revient. Voilà, donc vous avez ici, donc c'est le schéma, donc vous avez donc votre membrane cellulaire, elle va avoir un schéma électrique équivalent qui est le suivant. Et donc vous allez avoir euh, un courant qui arrive et puis vous pouvez partager donc une partie relative aux ions Na+, une partie relative aux ions K+. Bon, bien sûr, alors je vais juste arrêter ici. Parce que je n'ai plus la main, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Bien, donc ça c'était juste une remarque donc pour vous montrer que la membrane, donc je peux vous donner un exercice là-dessus, donc tout simple. Et donc pour vous montrer que en fait nos membranes cellulaires vont jouer le rôle de ce qu'on appelle un condensateur, d'accord, qui se charge et qui se décharge. Bien sûr, c'est ce qui permet donc d'expliquer donc le métabolisme, l'échange ionique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Bien, donc on va voir quelque chose, donc une dernière notion. Non, désolé, j'avais pas vu. Il y a quelqu'un, je n'ai pas compris W égale. Alors, je ne sais pas de quel W vous voulez parler. Donc, si Sadmaga, donc vous avez parlé du travail, c'est ça? Alors, si on revient, alors 10h47, on devait être là, je pense. C'est de ça dont vous parlez, W égale à ça. Donc, le travail W, c'est la variation de l'énergie. Moi, la variation de l'énergie potentielle. D'accord? Donc, on utilise ici le théorème de l'énergie, de l'énergie potentielle. D'accord? On a une force qui dérive donc d'un potentiel. Donc, on a l'énergie potentielle et donc W ici. Donc, le travail ici, ce n'est pas l'expression du travail. Donc, on définit le travail comme étant égal à moins delta de EP. Ce n'est pas le travail d'une force, mais c'est le travail qui est défini comme étant la variation de l'opposé, d'accord, de la variation de l'énergie potentielle. Donc, je pense que votre question concernait cette partie-là, si j'ai bien compris. Bien. Alors, on va passer donc à une nouvelle notion, donc, qui est la notion, donc une dernière notion de ce qu'on appelle un dipôle, les dipôles électriques. Alors, qu'est-ce qu'un dipôle électrique?
tout simplement un dipôle électrique, c'est une charge positive et une charge négative, d'accord? De même valeur absolue. Donc c'est la charge moins Q, une charge plus Q. Et donc entre ces deux charges, d'accord, il se crée, on a un moment dipolaire, donc on a un champ électrique, d'accord, on a une force d'action, et donc on a un moment dipolaire Q qui est défini comme étant P égale à Q fois D. Et donc, D, c'est un vecteur qui est dirigé de la charge négative vers la charge positive. Alors, l'unité du moment dipolaire, c'est le coulomb multiplié par le mètre. C'est ce qu'on appelle aussi le débail. D'accord? Alors, ça veut dire que à chaque fois que vous mettez une charge négative et une charge positive qui ont la même valeur absolue, vous créez un dipôle électrique qui a un moment dipolaire P égale à Q fois D. Alors, l'utilité de ça, de manière générale, c'est qu'on a beaucoup de molécules qui sont sous cette forme-là. Une charge positive, une charge négative, et donc vous avez un moment dipolaire qui est permanent. Donc si je prends par exemple l'acide chlorhydrique, le HCl, bon, c'est le Cl-, et là on a H+. Et donc, il va se créer un moment dipolaire P, dirigé, bien sûr, du négatif vers le positif. D'accord? Et donc, c'est ça. Donc, la molécule HCl. La molécule CO, le monoxyde de carbone, il va avoir donc un moment dipolaire, donc qui est de l'ordre, bon, c'est des valeurs qui sont faibles. Là aussi, c'est une charge négative, une charge positive. Là, H2O, alors H2O, la molécule H2O, elle va, c'est aussi une molécule qui a un moment polaire permanent. Alors H2O, on va le voir, H2O, ce n'est pas un dipôle, mais ce sont deux dipôles. D'accord? Parce que là, vous n'avez pas une seule liaison, c'est deux liaisons, et là, c'est deux dipôles. Deux dipôles. Donc, si je prends ici, je vais mettre un point là, je vais mettre un point là, et je vais mettre un point là. D'accord? Je vais dire que ça, c'est l'oxygène, et ça, c'est H. Donc, dans l'espace, la molécule H2O aura cette forme-là. D'accord? Bien. Et donc, on va avoir deux dipôles. Le dipôle OH, celui-là, et l'autre dipôle OH, qui est celui-là. D'accord? Bon. Entre les deux, ce que j'ai fait là, entre les deux, vous avez ici un angle alpha. Que font les deux liaisons HOH. Donc, on va voir dans quelques minutes une application donc, de ce moment dipolaire donc, pour déterminer soit
on peut faire deux choses. Soit on détermine l'angle entre les deux liaisons, H, OH, OH, d'accord? Ou bien on peut déterminer la distance séparant les deux, l'atome d'oxygène des deux atomes d'hydrogène. Et donc là, on va voir, bien sûr, dans ce sens-là, deux moments dipolaires que je peux appeler P1, mais qui sont en fait ces deux vecteurs. Donc c'est P1 et le moment dipolaire ici, P2. Bien. Donc on peut calculer l'énergie électrostatique entre les deux charges en l'absence d'un champ extérieur, c'est-à-dire que juste, donc c'est l'énergie d'interaction, d'accord? C'est charge positive, charge négative, donc Q1, Q2, d'accord? Donc Q1, Q2, donc c'est moins Q au carré fois K, 1 sur 4 pi epsilon 0 sur la distance R, d'accord? Et donc, on peut, donc, P, c'est quoi? C'est Q fois la distance, qui est R, et donc je peux dire que cette énergie électrostatique, c'est le produit scalaire du moment dipolaire par le champ électrique E au point B, c'est-à-dire le champ électrique, donc là, j'ai pas... Ça, c'est A, ça, c'est B. Et donc, l'énergie électrostatique correspondant à un dipôle électrique ou électrostatique, c'est le produit scalaire donc du champ du moment dipolaire par le champ électrique au, au point B. Donc là, j'ai B, donc c'est le champ créé par la charge moins Q au point B, c'est ça. C'est ce que j'ai mis. Alors maintenant, donc ça c'est facultatif. Lorsque je prends un dipôle électrostatique et je le mets dans un champ électrique ou électrostatique, et donc l'énergie d'interaction, donc par analogie avec ça, donc c'est moins le produit P fois le champ extérieur. D'accord? Alors vous imaginez, vous prenez une molécule CO, d'accord? Une molécule CO que vous mettez dans un champ électrique. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si le champ extérieur dans lequel se trouve la molécule, si le champ extérieur est inférieur au champ du dipôle, d'accord, c'est-à-dire le champ créé par la charge négative au point où se trouve la charge positive, à ce moment-là, il ne se passe rien. Si le champ extérieur dépasse le champ du dipôle, à ce moment-là, vous pouvez briser la molécule. Bon, et donc à ce moment-là, les deux atomes peuvent être séparés. D'accord? Alors, en général, ce n'est pas ce qui se passe, c'est que comme la distance, si vous prenez donc ce champ-là, la distance qui sépare dans cette expression-là, la distance RAB est très très petite. D'accord? C'est quelque chose qui va vous permettre, en quelque sorte, d'augmenter cette énergie électrostatique. D'accord? Et donc, au lieu que, ça veut dire que cette faible distance va augmenter le champ EB,
qui est inversement proportionnel à R au carré, d'accord? Et donc le dipôle ne va pas être brisé. Donc les deux mots. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est seulement vous allez avoir les deux charges qui vont osciller autour d'une position d'équilibre stable. Donc, comme on a vu dans le chapitre précédent, on va avoir une position d'équilibre, mais qui est un équilibre stable. D'accord? Bon, ça c'est quelque chose de, de facultatif, mais qu'il faut, bon, qui serait bien de savoir. Donc, lorsque vous mettez un dipôle dans un champ électrostatique, eh bien, ce qui se passe souvent, c'est que vous pouvez, donc si le champ électrostatique est très, très intense, vous pouvez briser donc, ce dipôle et séparer la charge positive et la charge négative. C'est-à-dire que vous pouvez briser une liaison chimique, par exemple, en mettant un champ électrique. Alors, bien sûr, c'est quelque chose que l'on peut faire. Alors, si vous regardez, par exemple, bon, on n'a pas fait la partie bon, électrocinétique, mais si vous prenez, par exemple, une solution qui contient bon, une solution, par exemple, NaCl, donc Na+, Cl-, d'accord, avec une certaine concentration. Et si vous faites passer un courant, vous appliquez une différence de potentiel au sein de cette solution, vous allez créer un champ électrique. Et donc, le champ électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser ces dipôles-là. Et donc, vous allez avoir le N+ qui va aller dans ce sens-là et le Cl- qui va. D'accord? Et donc, vous créez un mouvement de charge qui correspond à électrique. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'électrolyse. D'accord? Dans une électrolyte, donc ça c'est quelque chose que normalement vous allez faire. Vous prenez une ion, par exemple NaCl, et vous faites passer un courant dans cette solution-là. Donc ça va créer un champ électrique, et ce champ électrique, donc, vous avez les dipôles, et vous allez avoir un mouvement, donc des charges qui sont des charges libres, plus et Cl-, et donc ça va vous donner un courant électrique dans la solution. Bien, donc on va aller directement donc, à un exercice de TD pour appliquer ce que nous venons de voir. C'est l'exercice, donc ça on l'a vu. Je pense qu'on a vu cet exercice, donc l'accélération, donc le tube à rayons X. Et donc là, c'est l'exercice 4 de la série sur la molécule d'eau, sur le moment dipolaire. Donc là, on va lire l'exercice. Donc, une molécule d'eau peut être considérée en première approximation, d'accord? Donc, c'est une image qui est très très simple, comme un ion O2- et deux ions H+. Donc, c'est ce qu'on avait dit. Alors, son moment dipolaire est de P égale à le moment dipolaire de la molécule, 6,2 10 à la puissance moins 30 coulombs mètre. L'angle entre les deux dipôles est alpha, d'accord, égal à ou θ. Donc ça c'est l'angle θ. Égal à 105 degrés. Alors, on va faire les deux. Je pense que la troisième question, elle n'est même pas dans la série. Bon, c'est pas.
Alors, on va faire les deux premières questions, donc qui vont nous intéresser. Alors, premièrement, préciser la direction et le sens de P. D'accord? Alors, ça, c'est très simple. Donc, vous sommez deux vecteurs. Alors, bon, là, vous avez le premier vecteur ici. Là, vous avez le second. Bon, c'est peut-être pas bien fait. Alors, la perpendiculaire à ça, la perpendiculaire à ça. Et donc, vous définissez ici le vecteur somme P égale à P1 plus P2. D'accord? Alors, je répète que P1 et P2 sont des vecteurs qui ont le même module, mais des directions qui sont différentes. Donc là, c'est quelque chose qui est important à préciser. Alors, deuxième question. On considère que les charges sont ponctuelles, on déduire la distance entre les deux charges. Bien, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, alors P1, déjà pour préciser les choses, P1, c'est quoi? C'est la charge en module, c'est E fois D. D, c'est cette distance-là. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même distance. C'est une molécule symétrique. C'est égal au module de P2. Bien. Maintenant, si j'écris le mot P au carré, P1, on va dire P, déjà, c'est la somme vectorielle. P, c'est P1 plus P2. Donc, si je calcule le carré de P, c'est P1 plus P2 au carré, c'est P1 au carré, donc c'est le carré du premier, donc ça, P1 au carré, plus P2 au carré, plus le double produit. Alors le double produit, ce n'est pas un double produit simple, c'est deux fois le double produit, mais scalaire. On a affaire à des P1 scalaire P2. Bien, il faut bien un point. Scalaire P2. Donc, le produit scalaire P1, P2, c'est P1 fois P2 fois le cosinus de l'angle entre les deux. D'accord? Et donc, ça vous fait ici, donc je n'ai pas besoin d'écrire, P au carré, c'est P1 au carré, plus P2 au carré, plus 2P1, P2, cosinus θ. D'accord? Alors, ici, c'est égal à quoi? E carré fois D au carré, plus le deuxième terme, c'est E carré multiplié par D au carré, plus le troisième terme, deux fois E carré E D, c'est E carré D carré,
cosinus de l'angle θ. D'accord? Donc, je peux mettre 2e carré d carré en facteur. Donc, ça fait 2e carré d carré facteur de 1 plus cosinus θ. Bien. Alors, à ce stade-là, bon, je pense qu'on a, après, on a résolu donc on a résolu le problème. D'accord? Bon, si on veut un peu d'esthétique, bon, on va dire que 1 plus cosinus θ, c'est 2 cosinus, de cosinus θ sur 2. Bon, c'est bien. Bon, on peut laisser comme ça, ou on peut ignorer ça, parce que c'est la distance d qui nous intéresse. Donc, on va voir d au carré est égal à P au carré. On a P, maintenant c'est des intensités, donc c'est le P en coulomb par mètre, divisé par 2 E carré multiplié par 1 plus cosinus θ. D'accord? Donc, ما عنديش الصراحة الشك في الخبرة تقول bien. Donc, si je fais le calcul, donc si je fais l'application numérique, alors θ c'est 105 degrés, d'accord? P en là, donc c'est 6,2 10 moins 30 coulombs par mètre. Donc, et je fais donc la racine égale à la racine de ce terme-là. Donc D, c'est la racine de ça. Donc D égale à P sur la racine du dénominateur. Donc il y a un E qui va sortir aussi. Donc, sur 2 fois la racine. Donc P sur E fois la racine de 2 facteurs de 1 plus cosinus θ. D'accord? Là, j'ai mis sous cette forme-là. Bon, c'est plus simple. Mais bon, sinon, on peut le calculer. On n'a pas besoin d'aller vers θ sur 2. Bien. Alors, à ce moment-là, donc, je fais mon calcul. Alors, bien sûr, avec ça, ça va me donner une distance d en mètres. La distance d, elle va être en mètres. Bien, donc si la distance d est en mètres, alors on va juste P, c'est 6,2 10 moins 30, donc vous avez 10 moins 30 sur 10 moins 19, donc 10 moins 30 qui va 10 moins 19 qui va monter, ça va vous faire un 10 moins 11, et donc la racine de ça va vous faire D égale à 0,3. Donc vous obtenez D égale à 0,3, 10 moins 10 mètres. Ou bien 3 multiplié fois 10 à la puissance moins 11 mètres. Donc vous faites le calcul, donc vous pouvez le faire tout de suite si vous voulez. Vous avez la valeur de E, vous avez tout. Et donc
Ça vous donne D égale à 10, 3 fois 10 à la puissance moins 11 mètres, c'est-à-dire 0,3 angstrom. Et donc, c'est ce qu'on a en réalité, c'est la distance qui sépare l'atome d'oxygène des deux atomes d'hydrogène dans une molécule d'eau. Bien. Alors, la dernière question, donc, bon, j'ai mis que c'était facultatif. Donc, c'est une question facultative. Donc, on a l'énergie d'interaction entre deux molécules d'eau. Alors là, c'est pourquoi j'ai dit que c'était facultatif. Alors, est-ce que déjà, ça, déjà c'est clair ici? Oui, la valeur de E, on vous la donne en général. Donc E, c'est la valeur, c'est une valeur qui est connue, donc c'est la charge élémentaire. Donc E, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc en général, c'est une donnée, on vous la donne. D'accord? Elle est connue, c'est une constante. Donc c'est la charge de l'électron, la valeur absolue de la charge de l'électron, la charge du proton. Donc c'est la charge élémentaire. E égale à 10 à puissance 1,6 10 à puissance moins 19 coulombs. D'accord? Dans un exercice ou dans un examen, on vous donne la valeur. Pourquoi on a mis le cosinus? Bonne question. Ben, tout simplement parce que le produit scalaire, si vous avez P1, P2, produit scalaire de deux vecteurs, donc ça c'est la définition. Bon, au lieu de mettre un point, j'en ai mis plusieurs, c'est pas grave. P1, P2, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est P1, le module de P1, le module du vecteur P2, multiplié par le cosinus de l'angle θ entre les deux. C'est l'angle qui est entre deux vecteurs, P1 et P2. Donc ça, c'est la définition du produit scalaire. Le produit vectoriel, même si c'est un vecteur, le module du produit vectoriel, c'est le sinus. Donc c'est P1, P2 fois sinus θ. Donc ça, c'est la définition du produit scalaire et du produit vectoriel. Donc le produit scalaire fait intervenir un cosinus. Bien. Bon, la dernière question, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc, si vous prenez, donc, on a dit que l'interaction, que l'énergie potentielle d'interaction, c'est d'un dipôle électrique avec un champ extérieur E. Donc, on va dire qu'une molécule d'eau crée un champ électrique, qui est le champ extérieur, c'est ce qu'on a vu, et l'autre molécule va subir l'effet de ce champ-là. Et donc, l'énergie potentielle, donc c'est le produit scalaire du champ E par avec le moment dipolaire. Bon, alors, on ne va pas. Si je regarde une charge négative, le champ E, ici, créé par une molécule, il est égal au champ E, une molécule dipolaire, donc c'est le champ E créé par la charge positive. D'accord? Plus le champ E créé par la charge négative. D'accord? Et donc, le champ créé par la charge, c'est quoi? On va dire, grosso modo, c'est quoi? C'est K multiplié par la charge
divisé par la distance r au carré, en un point. D'accord? Et donc, c'est le champ électrique créé par la charge plus au point où se trouve la charge moins, et le champ électrique créé par la charge moins. Et donc, alors, Q, le moment dipolaire, on va essayer de simplifier les choses, c'est Q fois la distance, c'est Q fois R. D'accord? Ce qui veut dire que le moment ici, bon, grosso modo, c'est K multiplié par Q, on va dire que c'est Q, c'est quoi? C'est P sur R. Et P, donc ça va y avoir un P. Après, on va passer au vecteur sur R à la puissance sur R à la puissance 3. D'accord? R à la puissance 3, là, je suis désolé, donc déjà c'est un R au carré. Donc le champ, c'est en 1 sur R au carré. Après, ça devient R à la puissance 3. Et donc, le champ électrique, comme ici c'est un seul terme, ça va être deux fois le moment du polaire sur la distance au Q fois I. Et donc l'énergie potentielle, c'est E scalaire P. D'accord? Et donc E scalaire P, donc c'est moins K fois 2 fois PA, le moment dipolaire de la molécule A, le moment dipolaire de la molécule B sur R à la puissance 3. D'accord? Bien. Alors, on a une énergie d'interaction entre les deux molécules qui est sous cette forme-là. Bien sûr, c'est une énergie potentielle qui est négative. D'accord? Et donc, la force entre deux molécules d'eau qui sont assimilées à des dipôles est une force qui est attractive. D'accord? Et qui diminue, bien sûr, avec la distance qui sépare les molécules. Et donc, c'est ce qui assure, bien sûr, la cohésion. Lorsque vous avez un échantillon, donc une solution ou un échantillon donc d'eau liquide, bien sûr, les molécules, chaque molécule, c'est des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qui sont liés. Mais vous avez aussi, du fait que vous avez un moment dipolaire, vous avez aussi une force d'attraction entre par les différentes molécules, et donc les molécules sont aussi liées entre elles. Et donc vous avez une liaison atomique à l'intérieur de la molécule, et vous avez des liaisons moléculaires, c'est-à-dire une force d'attraction entre les molécules, donc qui leur permettent donc d'être proches les unes des autres. Donc cette force-là, elle est due tout simplement à l'attraction entre les moments dipolaires. Bien, donc je pense qu'on a presque terminé, donc j'ai provisoirement arrêté l'enregistrement. Alors, donc ça c'est l'exercice. Alors, je pense qu'on en a fait une partie. Donc, l'épaisseur d'une membrane cellulaire est de 75 angstroms. Sa capacité par unité de surface. Donc, je vais essayer de vous mettre ça donc, sur... sa capacité par unité de surface est de 10-2
donc farad par centimètre carré, donc c'est l'unité. Donc là, bien sûr, comme la membrane cellulaire n'est pas plane, donc on n'a pas en fait donc de capacité totale, mais c'est la capacité par unité de surface de la membrane. Et donc au repos, donc ça c'est le potentiel au repos, donc ça c'est le delta V au niveau de la membrane cellulaire. Alors la première question, quel est le champ donc delta V qu'on peut appeler aussi U, d'accord? Donc calculer le champ électrique dans la membrane. Alors tout simplement E égale à U ou delta V sur D. Donc E égale à delta V. Donc c'est ce qu'on a vu. Donc delta V égale à E fois D divisé par D. Bien sûr, D c'est l'épaisseur de la membrane. Donc la membrane est comme ça. D'accord? Bon, vous avez un champ électrique et vous avez une différence de potentiel entre cette face-là et celle-là. D'accord? Alors, deuxième question, quelle est l'intensité de la force électrique s'exerçant sur un ion de sodium dans la membrane? D'accord? Alors, la charge d'un ion de sodium Na+, c'est plus E, donc c'est 1,6 10 à la puissance moins 19. Et donc, la force F qui s'exerce sur cet ion-là, c'est la charge multipliée par le champ électrique. D'accord? Et donc, c'est 1,6 10 moins 19 multiplié par le champ électrique, donc 10 à la puissance 7 volts par mètre au coulomb, newton par coulomb. D'accord? Et donc, ça nous donne une force qui est de 1,6 fois 10 à la puissance moins 12 newton. Alors, la dernière question, calculer la charge électrique par unité de surface de la membrane. Alors, tout simplement, on va utiliser la relation Q égale à C fois delta V. Donc, Q égale à C fois delta V, ou C fois U. Donc, mais ici, on a une capacité par unité de surface. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser là par unité de surface. Donc, ça va nous donner la charge électrique par centimètre carré de la membrane, de notre membrane cellulaire. Et donc, Q sur S va être égal à C sur S fois U ou delta V. Donc, U, c'est delta V. D'accord? Et donc, on obtient une capacité qui est de 75, c'est-à-dire la capacité, donc c'est 10, 10 moins 2, donc c'est 10 à la puissance moins 2, que vous multipliez par la différence de potentiel, c'est 75, 10 moins 3, et donc ça fait 75 fois 10 à la puissance moins 5 coulomb par centimètre carré. Donc ça, c'est la charge électrique à la surface de notre membrane cellulaire. Donc la membrane cellulaire va contenir par unité de surface, chaque élément de surface va avoir une charge ici plus Q, et là la même charge moins Q, et donc c'est ce qui permet de créer un champ électrique qui va drainer les ions donc jusqu'à donc la face négative pour qu'ils soient injectés par la suite à l'intérieur de la cellule. Bien, donc ça c'est un exemple qui vous permet au moins d'avoir une idée sur l'ordre de grandeur de la capacité et de la charge au niveau d'une membrane cellulaire. Bien, donc
je vais essayer de vous mettre donc cet exercice-là à part, donc sur une slide ou sur donc dans le site. Et donc je pense alors je vais arrêter l'enregistrement et je vais répondre aux questions après. Bien, alors